Bonjour, nous sommes le lundi 4 octobre 2021 et aujourd'hui mon exposé s'intitulera Vivre ou ne pas vivre. Donc c'est un sujet très sérieux. C'est pas nécessairement de la psychanalyse, vous allez voir de quoi je parle. Et ce qui m'a conduit à ça, c'est une prise de conscience ce matin à partir d'un sentiment qui était le mien durant toute la journée d'hier. J'avais le sentiment d'être un peu désarçonné, j'avais le sentiment de voir les choses autrement que d'habitude. Je posais un autre regard sur les choses et j'ai cherché quelle était la raison pour ça. Je me suis demandé si j'avais été perturbé par ce qu'une personne en analyse avec moi avait pu dire, ou bien un événement de l'actualité. Et je cherchais vainement, et ça m'est venu ce matin. C'était le fait d'avoir regardé sur plusieurs jours la pièce de Shakespeare, Hamlet, dans la version filmée qu'en a donnée Laurence Olivier en Grande-Bretagne en 1948. C'est une version abrégée. Dans la pièce, il y a énormément d'événements, il y a des personnages secondaires, il y a des subplots, il y a des scénarios, des choses qui se passent, des histoires secondaires. Et là, Laurence Olivier, pour maintenir ça je dirais, dans un temps qu'on peut imaginer au cinéma, 2h27, a centré essentiellement sur le personnage de Hamlet, prince du Danemark, et en éliminant des tas des choses secondaires, auxiliaires. Il y a une version de 96 qui a été faite par Kenneth Branagh, donc l'acteur que vous connaissez certainement et qui est un grand auteur de films shakespeariens, en particulier des comédies qui étaient peu connues et qui n'avaient pas été, enfin au sens où elles n'avaient pas été montrées au cinéma, comme beaucoup de bruit pour rien, des choses de cet ordre-là. Et beaucoup de bruit pour rien nous rappelle que comme tout est bien qui finit bien, des tas d'expressions, même en français, nous viennent en réalité de Shakespeare. On ne sait même pas que ça vient de Shakespeare la plupart du temps. Est-ce que vous savez que je serai bref, ça vient de Hamlet, mais est-ce que vous savez que pauvre de moi, ça vient de Hamlet? Il y en a encore des tas d'autres comme ça, voilà, des choses dont on ne sait même pas. Il faut désormais se taire. Enfin, je reviendrai sur un certain nombre de citations de Hamlet, parce qu'elles sont entrées non seulement dans la langue anglaise, mais elles sont entrées dans la langue française. Le film de 48 est très spectaculaire, bien sûr, c'est très théâtral et c'est voulu comme étant théâtral, donc c'est voulu d'être très. Il y a une tentative de rester proche de ce que les gens ont pu voir à l'époque de Shakespeare quand ils ont vu Hamlet. Bien entendu, bon, il n'y avait pas de décor, donc ça fait quand même une grande différence. Les rôles d'hommes étaient joués par des femmes. C'est pas exactement la même chose. Pour ce qui est de la langue, Olivier a tenu à ce que ça reste la langue de Shakespeare. Il a seulement fait quelques corrections quand les mots sont devenus des mots complètement inconnus, ont disparu, ou quand les mots ont changé de sens. Et en particulier, il a, à un moment donné, quand il dit let, et que let en français c'est laisser, donc c'est permettre, à l'époque ça voulait dire interdire, donc là il met hinder au lieu de let, parce que sinon les gens ne comprendraient pas du tout de quoi il s'agit. Mais sinon il a respecté le texte, mais il a éliminé des personnages importants comme Rosencrantz et Guildenstern. Fortinbras a pratiquement disparu, il a repris quelques lignes qu'il a données à Laert, un autre personnage, mais bon, c'est considéré comme une grande représentation au cinéma de Hamlet. C'est vu par les enfants des écoles en Grande-Bretagne. Là, c'est très très bien fait. Voilà, c'est une édition française en fait, avec le cachet du CNC. C'est doublé, vous pouvez le regarder en français. Oh, quel crime! Mais vous pouvez regarder Hamlet en français ou alors en anglais avec les sous-titres. Et il y a surtout, et ça j'ai beaucoup apprécié ça, et ça c'est la chose que j'ai regardé sans doute samedi soir, il y a pratiquement autant en commentaire. Et il faut que je dise le nom de ces deux dames, ces deux professeurs, Madame Delphine Lemonnier-Texier,
maître de conférence à l'université de Rennes 2, ou en tout cas elle l'était en 2009 quand ça a été fait, et Madame Sarah Hatchuel, professeure à l'université du Havre. C'est formidable, c'est très 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 bien fait ce qu'elles disent. Il y a des tas de choses que j'ai apprises d'ailleurs de ces deux dames en regardant voilà, ces commentaires, en particulier qu'il y a chez Shakespeare, il y a 2 fois plus de mots que chez Racine et chez Corneille. Il y a 24 000 mots, ce qui est pratiquement le double de ce qu'on trouve chez Racine et Corneille. Et là, ça a complètement, comme je vous l'ai déjà dit, imprégné de la langue. J'ai reproduit quelques citations. Voilà, il y a des listes de citations de chez Shakespeare. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. C'est le principe du relativisme. Il n'y a rien qui soit intrinsèquement bien ou mal. C'est le fait d'y penser qui les rend tels. The rest is silence. Le reste est silence. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. The lady doth protest too much, methinks. La lady, la dame proteste un peu trop, selon moi. Voilà, c'est souvent dit en anglais quand quelqu'un s'empêtre dans ses explications et essaye de nier le fait que les choses soient exactement comme elles apparaissent. Though this be madness, yet there is a method in it. Bien que ceci apparaisse être de la folie, il y a un système à l'intérieur. C'est Polonius, voilà, le père d'Ophélie, qui se doute que quand on dit qu'Hamlet est fou, non, il suit un plan. Et là, Olivier a peut-être fait une erreur quand il introduit le tout par une remarque à lui. Ça commence par ça, le film. Il l'appelle, je ne sais plus exactement, mais le prince de l'hésitation ou quelque chose comme ça. Et là, en particulier les deux dames qui font des commentaires en disant mais c'est pas ça du tout le personnage de Shakespeare. C'est la compréhension qu'on en a maintenant. Voilà un jeune homme dont le beau-père, le père officiel, le mari de sa mère, et l'assassin de son père. Bon, que ça donne à réfléchir, mais je vois des choses de cet ordre-là en psychanalyse. Oui, ça fait réfléchir. On n'a pas une opinion, je dirais, tout de suite, de savoir exactement ce qu'il faut faire. On réfléchit, voilà, on réfléchit à ce qu'il faut faire. Au pauvre de moi, oui, au pauvre de moi, c'est passé en français aussi. Oh, woe is me to have seen what I have seen, see what I see. Pauvre de moi d'avoir vu ce que j'ai vu, voyez ce que je vois. Good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to thy rest. Dors bien, petit prince. Je suis sûr que dans le monde anglo-saxon, il y a des millions en tout cas des milliers de mamans qui disent ça, et peut-être même de papas, qui disent ça à leur petit garçon au moment où il s'endort. Et dans une adaptation audacieuse, je suis sûr qu'il y en a qui disent Sweet Princess aussi, qui l'ont mise au féminin sans hésiter. Something is rotten in the state of Denmark. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Bon, en politique, même en politique française, on entend ça certainement tous les jours, et depuis sans doute la Première République. Words without thoughts, never to have and go. C'est moins connu en français. Des mots sans pensée pour les soutenir ne vont pas au ciel. Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend. Il ne faut pas emprunter ni prêter parce que c'était la meilleure manière de perdre ses amis. Voilà, c'est devenu un dicton. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Je voudrais y aller pour pas trop le couper. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Il y a plus de choses, c'est dit en français aussi, il y a plus de choses sur la terre et au ciel, Horace, que ne puisse imaginer ta philosophie. I will be brief, je serai bref. Ben, voilà aussi, ça apparaît dans les discours en France, sans que les gens sachent que c'est une citation de Shakespeare.
Et ça vient avec, bon, avant, Therefore, since brevity is the soul of wit, and tediousness the limbs and outward flourishes, puisque la sobriété, c'est le ressort même de l'esprit, etc. Alas pour Yorick, hélas mon pauvre Yorick, dit Hamlet, alors que le Gravedigger, le fossoyeur, a retiré un crâne de la tombe qu'il a creusée pour Ophélie, et Hamlet qui revient, voilà, parce qu'il avait été enlevé par des pirates, ne sait pas que c'est la tombe d'Ophélie qui est en train d'être creusée. Frailty, thy name is woman. Fragilité, ton nom est femme. Et un autre, des mots. Vous saviez que des mots, ça vient de Shakespeare. Et oui, il est là, il est en train de lire un livre. Et il y a Polonius, donc le père d'Ophélie, qui essaye de l'accrocher pour lui soutirer quelque chose. Et il lui dit, oh, c'est intéressant, vous lisez un livre, ça parle de quoi? Et l'autre dit, ben, il y a des mots. Voilà, 4 fois, ouais, des mots. Et puis, bon, voilà, celle que tout le monde connaît, sans même connaître Shakespeare, sans même connaître Hamlet, c'est to be or not to be, that is the question. Être, on le traduit par être ou ne pas être, telle est la question. Et là, pour le titre de mon exposé, je l'appelais vivre ou ne pas vivre, telle est la question, parce que c'est de ça que parle, bien entendu, toute la pièce. Une des solutions possibles à ce drame, à cette tragédie d'avoir pour beau-père l'assassin de votre père et ayant épousé votre mère, c'est bien entendu le suicide. Bon, on nous rappelle, on nous a toujours rappelé que ce thème shakespearien rappelle des thèmes de la tragédie antique. Freud, bien entendu, nous a rappelé que quand il parle de complexe d'Oedipe, voilà, le rêve du petit garçon d'épouser sa mère et d'éliminer son père, que ça se trouve dans Oedipe, la tragédie de l'Oedipe, la tragédie grecque, et que c'est reproduit sous une forme légèrement différente chez Shakespeare. Mais bon, et quand il dit vivre ou ne pas vivre, c'est suivi par toute une tirade. Et là, ça, voilà, une réflexion. Faut-il vivre? Une fois que nous sommes un être humain adulte, nous savons que nous avons la possibilité de mourir, et non seulement de mourir, mais de mourir de notre propre main. Et nous pouvons dire que chaque jour, nous nous posons la question, ou qu'on devrait se poser la question. Et le déprimé, voilà, ou le mélancolique se pose sans doute la question de continuer à vivre ou non. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable, bien entendu, chez Shakespeare et chez Hamlet. On n'est plus du tout dans le monde du Moyen-Âge. Il n'est pas du tout. Il y a une réflexion dans Hamlet, bien sûr, quand il hésite à tuer son beau-père, son oncle, mari de sa mère. Il hésite, il ne le tuera pas, en disant il risque d'aller au ciel parce que je l'ai assassiné. Mais à ma connaissance, et à part le fait que Dieu apparaisse dans deux expressions comme Dieu sait ce qui se passe, etc., il n'est plus question de ce monde chrétien qui était la référence absolue. Jusque-là, qu'est-ce qui émerge de chez Shakespeare. Et tout particulièrement de Hamlet, c'est une représentation complètement athée de la vie. C'est une représentation de la vie étant tout. Et il y a des tas de références en disant, quand on ferme les yeux, ben, il n'y a rien d'autre. Donc c'est un petit peu, je dirais, poétique là, quand il se demande s'il ne va pas envoyer son oncle directement au ciel. S'il l'assassine, tout le reste, c'est dans un cadre qui a perdu toute référence aux religieux. C'est la philosophie du monde moderne. Alors, les commentateurs ont dit les idées exprimées en particulier dans Hamlet, ce sont les mêmes que chez Montaigne. Et il est possible qu'effectivement que Shakespeare ait lu Montaigne. Montaigne commence à publier ses essais en 1578 et la pièce est jouée pour la première fois, et on ne sait pas exactement quand elle a été écrite, elle est jouée pour la première fois soit en 1599, soit en 1600, soit en 1601.
Voilà, il y a des hésitations parce que voilà, il y a des témoignages, mais les textes ne sont jamais datés chez Shakespeare. Et comme on nous le rappelle, il faut que la pièce ait un certain succès pour qu'on l'écrive et qu'elle commence à circuler. Donc là aussi, l'écriture et le texte qui circule, ça peut avoir été produit plusieurs années plus tard. Et en particulier, Shakespeare reprend des thèmes. Non seulement il reprend des thèmes historiques dont il fait, voilà, il y a toute sa première période qui sont surtout des pièces sur les rois d'Angleterre, mais il reprend des thèmes à d'autres, il reprend voilà, des thèmes déjà traités et il les reprend, et il en fait une pièce à lui. Et en général, les pièces qui l'ont précédé sur le même thème sont oubliés ou négligés, en tout cas, en raison de la qualité de la pensée qui est la sienne. Alors, est-ce qu'il s'est inspiré de Montaigne? Oui, c'est probable, les textes étaient disponibles, mais Montaigne lui-même s'inspirait de Thomas More, de Guillaume Budet, de qui encore d'Erasme de Rotterdam. Donc voilà, c'est comme disent les commentateurs, une fois qu'ils ont examiné les emprunts possibles à Montaigne, à, à Thomas More, à Butet, à Erasme, il reste énormément qu'on ne trouve que chez Shakespeare, dans les idées, je dirais, tout à fait originales. Il y a sûrement la moitié ou plus qu'on ne peut pas faire remonter à un autre auteur, c'est de lui, c'est une invention de ce personnage dont vous le savez qu'il est à ce point remarquable dans les pensées qu'il mobilise, dans la langue qu'il mobilise, pour qu'on ait douté qu'il puisse, qu'il soit venu, qu'il soit né dans un milieu modeste, et voilà, on considère que c'est peut-être le vicomte de Vere, je ne sais quoi, un autre prince italien, toutes les théories qui nous font essayer de comprendre qui n'aurait pas pu naître dans un milieu modeste. Ceci dit, son savoir, et il fait allusion, son savoir, c'est un savoir universitaire. Il connaît bien ce qu'on enseigne à l'université à cette époque-là, donc au XVIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il connaît ça par cœur, et il y ajoute des choses en vers, souvent, et en ayant imprimé sa marque de la langue anglaise, et non seulement la langue anglaise, mais la façon de voir le monde. Je vais terminer par là, c'est une remarque que j'ai faite dans un petit texte, voilà, un petit texte où je parlais d'une de mes amies, et qui fait partie de ce manuscrit de roman ou de récit que j'essaie de faire publier en ce moment. Quand je suis arrivé à l'université de Cambridge comme étudiant en thésard, et on m'a fait comprendre tout de suite que mon anglais, que je croyais excellent, et il était sûrement excellent par rapport, je veux dire, à ce qui circule en France parmi les étudiants même aujourd'hui, mais on m'a dit c'est pas la qualité pour Cambridge ou Oxford, et là j'ai été très très vexé, et j'ai mis le paquet. Et je sais pas, disons 2 ans plus tard, je me suis dit que j'y étais arrivé. Voilà, que j'utilisais le subjonctif comme il fallait, que j'avais utilisé des tas d'expressions. Et là, je me suis rendu compte il manquait encore un élément capital. Il manquait encore la moitié pour être vraiment Oxford ou Cambridge. Je n'émaillais pas mes conversations de citations de Shakespeare, et comme le faisaient mes camarades qui étaient nés là. Bon, pas les gens qui étaient nés ailleurs, et dont la langue maternelle n'était pas l'anglais. Mais ceux qui étaient passés par Eton, Rugby, les grands collèges qui vous préparent ensuite à aller à Cambridge et Oxford, ceux-là émaillaient de Shakespeare leurs commentaires. Alors j'ai commencé à faire un effort aussi de ce côté-là, parce que c'est important, pas seulement au niveau de la langue, mais justement, je dirais, de cette philosophie qui est devenue la philosophie moderne de cette époque-là. Voilà. C'est une philosophie, appelons-la par son nom, une philosophie de la vie sur Terre sans Dieu. On parle aussi, voilà, pour tous ces penseurs du Moyen-Âge, on pense à l'influence aussi de Lucrèce sur leur
penser à eux. Voilà, une petite réflexion sur ce qui m'avait décontenancé pendant la journée d'hier et dont je me suis rendu compte ce matin en me réveillant. Et donc, comme souvent, j'ai eu envie de partager cela avec vous. Allez, à bientôt.